Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Xavier Dorfman, un des plus beaux palmarès de l'aviron français, champion olympique à Sydney en 2000. Plusieurs médailles aux championnats du monde, dont un titre en 8. Il n'y a pas énormément de rameurs français champions du monde en 8, Xavier. Et En 8 poids léger. en Merci 8 Gilles. poids léger, ouais. Et pas mal de titres nationaux, que ce soit avec l'aviron grenoblois ou le club d'Aiguebelette. Les deux clubs que tu as connus en France. Et puis, Xavier, donc tu es maintenant au Japon depuis 2016. Alors, qu'est-ce qui pousse un champion olympique français, entraîneur en France, à partir de l'autre côté du monde, presque du jour au lendemain, si je me souviens? Alors oui, oui et non. Donc d'abord, bonsoir, plutôt bonjour à tous en France, parce que c'est vrai que la journée n'est pas terminée, mais pour nous aussi. Bonjour à tous, ravi de pouvoir échanger avec l'aviron français à nouveau. C'est vrai que ça fait un petit moment que les ponts sont un peu coupés pour moi. Donc pour revenir un petit peu à ta question, qu'est-ce qui m'a motivé? En fait, c'est un projet de longue date. C'est un projet de longue date. Deux choses. La première, mon parcours de formation professionnelle. J'ai été étudiant en STAPS. J'ai obtenu une licence option entraînement. En parallèle, spécifique, brevet d'état premier degré et deuxième degré, l'équivalent du DESS aujourd'hui, je crois, option Ouais, aviron. c'est ça. Donc, très tôt, j'étais très intéressé et motivé à tout ce qui pouvait toucher l'entraînement, la performance, donc sur ma partie formation professionnelle, on va dire. Et en parallèle, de l'autre côté, tu en as déjà largement bien parlé, je te remercie, sur ma carrière sportive, longue carrière où j'ai passé, je crois, pas loin de 13 années au sein des différents collectifs équipes de France. Euh, donc plein d'aventures, plein d'expériences qui m'ont énormément apporté et qui ont enrichi un petit peu tout mon parcours. Donc voilà, pourquoi aller entraîner au Japon? C'est un projet de longue date. Euh, Lorsque j'ai arrêté ma carrière de haut niveau en 2004, je saturais, je sentais vraiment que je saturais un petit peu. Je me posais trop de questions par rapport à mes projets, mes ambitions sur le plan sportif. Avec ma femme, nous avions deux enfants en bas âge. Quand on est papa, on se pose quand même des questions. Ouais. Et il y a un certain paradoxe entre le statut de, pas dire le statut, mais les objectifs, les attentes d'un sportif de haut niveau, hein, qui est focalisé sur lui-même à 100 plus on va dire, s'il a envie de réussir, et puis le rôle d'un papa qui est voilà, de s'occuper un peu des autres, de préparer tout ce qui se passe autour de lui. Mon engagement auprès du club d'Aiguebelette aussi, qui datait de 2002. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont fait que j'ai rangé les pelles, comme on dit, Ouais. j'ai mis un terme. Et j'ai pris du recul par rapport à tout ce qui touche au haut niveau. Mais je savais qu'à ce moment-là, déjà, en 2004, je savais au fond de moi que j'y reviendrais un jour. Je savais. En tout cas, voilà, la Attends, prise de recul était temporaire et que tout ce que j'avais vécu pendant 15 ans, ça n'allait pas tout être mis au placard comme ça. qu'est-ce qui a été Donc, le déclencheur alors? Parce que entre 2004 et 2016, il s'est passé pas mal de temps. alors, j'ai récupéré le poste d'emploi jeune au club d'Aiguebelette en 2002 et qui, à l'époque, la présidente m'avait dit le premier objectif, c'est qu'il faut qu'on arrive à pérenniser ce poste parce que pour l'instant, il n'est pas pérenne sur le plan financier. Donc, faut qu'on se mette au boulot, qu'on puisse te garder un petit peu plus longtemps si tu en as envie. Et voilà, donc je suis parti sur ce projet qui m'intéressait beaucoup, de soutenir ce club. C'est un bassin que j'ai toujours adoré. Et qui n'aime pas Aiguebelette et que j'avais vraiment à cœur de développer l'aviron sur ce site et de participer à l'épanouissement local de ce sport. Parce que voilà, ce lac le mérite et j'ai vraiment envie d'être là et de participer à cette fête. Et ça a duré 11 ans, cette aventure Ouais, avec le ouais. club d'Aiguebelette. 11 années fantastiques, j'en garde des souvenirs fabuleux, avec les plus jeunes, avec les plus grands aussi. Le nombre d'AZ, je m'en souviens comme si c'était hier, toutes les aventures vécues.
avec tous ces jeunes, leur faire découvrir l'aviron et de les voir progresser, évoluer. Alors, c'est pas toujours facile, bien sûr, hein, la vie est pas toujours facile, mais voilà, ça a été très formateur pour moi, riche en expérience. Ouais, c'est la richesse de ce métier d'éducateur, en fait. Hein, Oui, tout à fait. Ouais. Et bon, quand on passe la quarantaine, on commence à se poser quelques questions. Le club d'Aiguebelette étant une toute petite structure en milieu rural, sur le plan de bouclage des budgets, c'est très difficile. Donc, j'avais un statut professionnel qui n'évoluait pas énormément. Et voilà, on se pose quelques questions. Puis à un moment, on se dit, est-ce que c'est peut-être pas le moment de sauter dans un autre bateau, un nouveau bateau, de partir à l'aventure. Et donc, j'ai cogité ce qui pouvait être fait. Et voilà, ça a mûri dans mon esprit et ça est vraiment sorti. La photo, l'étincelle est vraiment sortie pendant les championnats du monde, un petit peu avant, lors des championnats du monde d'Aiguebelette, parce qu'on a organisé les championnats du monde 2015, en 2015 avec Aiguebelette. J'étais membre du comité de direction. Et ça se passe comment? C'est le Japon qui te contacte? C'est toi qui les contactes? Non, en fait, c'est moi qui les ai contactés. Donc, avant de les contacter, j'en ai parlé à ma femme parce que il me fallait bien sûr son accord, son aval. Et donc, quand je lui en ai parlé, elle m'a regardé avec des grands yeux. Elle m'a dit, mais oui, on fonce. Ça m'étonne pas. Donc, j'ai envoyé un mail au team manager de l'équipe du Japon qui participe au championnat du monde avec Belette et on a eu nos premiers contacts à ce moment-là. Donc, c'est venu de moi, en fait. C'est venu de moi, une initiative personnelle. Et donc, en les contactant, je leur ai proposé mes services. Je leur ai dit que j'avais envie de les aider, sans savoir si j'en étais capable, pour la simple et bonne raison, c'est que je connaissais absolument rien de l'aviron japonais. Ouais. La seule chose que je connaissais, c'est ce que j'avais vu sur les bassins en tant que rameur, et ce que je voyais en tant que retraité, on va dire, et membre du comité d'organisation. Et ils étaient vraiment en difficulté. Et quelque part, ça me faisait un petit peu de la peine de les voir en grande difficulté comme ça, parce que j'avais souvenir de bateaux japonais très forts, d'un double poids léger, 4e au jeu sur 2 Olympiades. Ouais. Et se demander, mais pourquoi ils en étaient là, à 20 secondes derrière tout le monde avec Belette, alors qu'ils savaient faire du haut niveau avant. Voilà, donc je suis parti vraiment sans aucune idée, sans savoir où j'allais, mais simplement je savais que j'avais envie. Et le Japon était un pays que je connaissais absolument pas, mais qui m'intéressait. J'étais très curieux de découvrir ce pays parce que on en parle forcément beaucoup sur le plan de la culture. Le Japon est partout dans nos vies, à travers de ce qu'ils sont capables de produire, à plein de niveaux. Donc, je me suis dit, ça peut être une aventure, une superbe aventure. Voilà. Ouais. Et je me souviens qu'au moment où tu es arrivé là-bas, tu comparais l'évolution, enfin l'état de l'aviron japonais à celui de la France dans les années 80. C'est vraiment ce que tu as découvert. Et qu'est-ce que tu dirais maintenant, alors, je ne vais pas dire après ton passage, mais en tout cas, comment tu vois maintenant l'évolution après 5 ans, 6 ans passés là-bas? C'est une excellente question. Quand on arrive dans un pays, on essaie de trouver des repères, de se repérer. Ouais. Et donc, les repères sont par rapport à ce qu'on a vécu nous-mêmes. Et donc, on essaie de faire des associations. Et donc, voilà, c'est donc ce que je t'ai dit, effectivement, ça ressemblait un petit peu à ce qui se passait dans les années 80. Il y a de ça dans le sens où la vision de la performance, ici au Japon, encore aujourd'hui, hein, malgré le fait que je sois là depuis 5 ans, elle n'est pas la même pour tout le monde. On en parlera sûrement un peu plus en détail après, mais l'aviron est organisé de façon très différente au Japon. Et chaque club a un petit peu ses gourous, ses entraîneurs et ses méthodes, avec les palmarès qui vont avec l'historique qui va avec. Et donc, chacun, il va un petit peu à sa sauce. Alors, quand je suis arrivé au début, je voyais que ça. Je voyais que c'était un petit peu, voilà, que chacun faisait un peu sa salade dans son coin. Il y a une vraie culture de club, comme en France, où c'est plutôt universitaire ou entreprise? Alors
l'organisation de l'aviron au Japon est très différente de chez nous, à savoir qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de club associatif. Ça n'existe pas au Japon. Ou c'est obsolète, quoi. Il y a peut-être 2-3 clubs comme ça perdus, parce qu'il y a des marginaux qui ont voulu monter un club, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, la pratique sportive, elle est conditionnée par la société complètement, elle est encadrée par la société, et donc chez les jeunes, dans le cadre du collège et du lycée, ça se fait dans la pratique scolaire, exclusivement. Toute la pratique sportive se fait dans le cadre scolaire, et sont intégrés dans les établissements scolaires des vraies structures sportives, des clubs à part entière, avec du matériel, etc. Le rêve, ce serait le rêve en France, en fait. Je pense que quand tu étais avec Belette, tu rêvais d'avoir ta section sportive. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, ne vous vous rendez pas compte la chance que vous avez. Moi, avec Belette, je n'avais pas le droit de mettre les pieds dans le collège. Et je me battais pour que les jeunes du collège viennent faire de l'aviron et viennent découvrir le lac. Et voilà, alors c'est un atout. C'est réellement un atout. Après, on n'est pas les seuls à prendre la part du gâteau. Au Japon, le sport numéro 1, c'est le baseball ici. Ils sont dingues fans de baseball depuis avant que les Américains arrivent, ils me disent. Donc voilà, ça veut tout dire. Et donc tous les jeunes costauds, solides, ils vont faire du baseball, quoi. Donc au bout du compte, même si ça paraît idyllique au début, à la fin, ça reste toujours aussi compliqué. Le baseball, c'est lucratif? Ils en font un métier? Alors, tout se monnaie ici au Japon. Il y a un rapport, à l'argent qui est différent de chez nous. Et bien sûr, tout a de la valeur, mais par contre, c'est vraiment associé à une valeur pécuniaire financière en face. Donc, on vit bien au Japon, mais la vie est relativement chère parce que tout se paye. Donc, voilà, il y a cet aspect-là, et il y a aussi un autre aspect, c'est le souci du détail, du travail bien fait, l'envie que ce soit toujours parfait. Ça, c'est vraiment culturel chez eux. Donc, c'est très encadré, très, très encadré. Et il y a du coup, dans ce fonctionnement, il y a des championnats nationaux. Enfin, il y a une vraie activité des clubs. Alors, bien sûr, tout est bien structuré, tout organisé. Donc, il y a des préfectures, un peu comme nous, des régions. Il y en a 40, je ne vais pas dire de bêtises, 47, je crois, 47 préfectures au Japon. Et donc, ils ont un peu comme nous la Coupe de France, mais pour eux, ils l'appellent sous un autre terme. Donc, ils ont des sélections internes à chaque préfecture. Ils ont un système de compétition qui est très sympa. Hein. Ils appellent ça le National Sport Festival. Si on peut en parler un petit peu, parce que c'est lié vraiment à l'histoire. Lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été massacré, ruiné après les 2 bombes atomiques et des années de guerre, de lutte contre les Américains qui avaient tout bombardé. Il ne restait plus rien. Il a fallu tout reconstruire. Et le gouvernement a mis en place un programme de restructuration et a organisé une sorte de mini Jeux olympiques internes, je veux dire à l'échelle nationale, donc qui touchait tous les sports. Et chaque année, ça change de préfecture. Et la préfecture qui accueille et qui organise cette compétition pluridisciplinaire se voit dotée de budgets colossaux, de budgets d'investissement pour reconstruire le territoire. Et donc, ça a été lancé après la Seconde Guerre mondiale et c'est resté. Ça a tellement bien fonctionné, bien marché que ça continue aujourd'hui. Une sorte de plan de relance. Exactement. De plan de relance. Et qui a reconstruit tout le Japon parce que voilà, dans chaque préfecture, sur chaque territoire, il y a des complexes sportifs et les jeunes peuvent s'éclater, quoi. Donc voilà, c'est un beau projet. Et en ce qui concerne la compétition d'aviron, ils ont la particularité, alors ça c'est très sympa, c'est les préfectures qui viennent participer à la compétition ne viennent pas avec leur matériel. Les athlètes, les jeunes et les moins jeunes, parce que les seniors aussi, c'est très sérieux, comme la Coupe de France, les athlètes viennent simplement avec leur dame de nage et les bateaux sont mis à disposition. Ce sont les mêmes bateaux pour tout le monde. Donc c'est un constructeur japonais, c'est pas Vega, c'est un autre nom, mais voilà, qui fournit toute la flotte de bateaux.
Et donc, tout est organisé, tout est planifié. Et entre les compétitions, des rotations qui se font par rapport au coq, il y a des tirages au sort. Enfin, ils adorent ça. Quand c'est compliqué, là, ils sont dingues. Donc, ils connaissent, tous les rameurs connaissent leur propre réglage. Donc, ils ont 20 minutes, je crois, au maximum une demi-heure pour régler leur bateau. Et ensuite, ils montent au départ, ils font la course. D'accord. Donc, il y a des 4 barrés, il y a des doubles, des skiffs. Donc, voilà. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super intéressant. Ouais. Le seul problème, c'est que tous ces bateaux sont faits pour les poids légers. D'accord. Justement, j'avais dans les questions qu'on se pose souvent, ou les interrogations, ou l'image qu'on a des Japonais, c'est un peuple de petite taille. Est-ce qu'il y a quand même, on va parler un peu plus de ton travail sur la fédération. Est-ce qu'il y a du gabarit? Est-ce qu'il y a des gros scores à l'ergot? Est-ce qu'il y a du gabarit homme ou femme au Japon? Alors, quand je suis arrivé en 2015, fin 2015, début 2016, j'avais des poids légers autour de moi. Et quand je regardais autour des bassins, sur les bateaux, je voyais quasiment que des poids légers, enfin voilà, des gabarits qui ressemblaient à des poids légers. Et donc je leur ai dit, mais vous n'avez pas des rameurs open, toute catégorie? Ils m'ont répondu non. Je leur ai dit, comment ça, non? C'est pas possible, vous devez en avoir quand même. Oui, effectivement, on en a quelques-uns, mais bon, ils vont moins vite que nos meilleurs poids légers. Donc on s'en occupe pas. Voilà les premières informations. Donc, il y avait un vrai choix stratégique, politique, établi par la fédération à l'époque, de mettre le paquet vraiment sur la catégorie poids léger, de tout donner sur la catégorie poids léger. Donc c'est sûr que les rameurs en toute catégorie avaient beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau, j'ai envie de dire. Il y avait quelques individualités, mais la pression était telle que c'était vraiment très difficile pour eux. Et donc, ils jouaient eux-mêmes sur ce trait un peu de petite taille. C'était vraiment volontaire de leur part. Et ils s'en étaient auto-convaincus. Et en plus, bon, devant la difficulté d'arriver à performer en poids léger, ils se disaient, mais en toute catégorie, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. On n'y arrivera pas, quoi. Ça va être des coups d'épée dans l'eau. Et donc, toi, tu es arrivé sur quel poste exactement et avec quelle mission, et aussi peut-être finalement avec quels objectifs, quels objectifs on t'a fixé, ou quels objectifs toi tu t'es fixé aussi? Alors, je suis arrivé donc fin 2015, début 2016. Donc, j'ai été les voir fin 2015 juste pour prendre contact, voir un petit peu comment ils fonctionnaient. Et rapidement, je suis resté 15 jours avec eux, je crois, et bon, la mayonnaise a pris, le contact est bien passé. Et donc, ils m'ont rapidement dit derrière qu'ils avaient envie que je reste, qu'ils avaient envie qu'on travaille ensemble, qu'il y avait une grosse urgence, c'était les Jeux de Rio. Ils étaient à 7 mois des Jeux de Rio en difficulté, en grosse difficulté. Et donc, durant ces 7 mois, ils m'ont demandé de me focaliser sur les Jeux, d'essayer de faire au mieux et d'obtenir un meilleur résultat possible. Donc, pendant 7 mois, j'ai eu le statut d'entraîneur national et à la charge du groupe olympique. D'accord. Donc, que sur de l'entraînement, dans un premier temps. Que sur de l'entraînement, mais très rapidement, moi, dans mes discussions, dans mes échanges avec eux, je leur ai tout de suite dit que si un jour ils voulaient, parce qu'ils m'ont dit on veut une médaille olympique, on n'en a jamais eu, on en veut une. Et je leur ai dit, si vous en voulez une, ce que je vais faire en 7 mois, c'est pas grand-chose, quoi. C'est la partie visible de l'iceberg, mais il n'y a pas grand-chose si en dessous il n'y a rien, et il y a un travail énorme à faire en amont pour atteindre ce tel niveau. Donc je suis pas magicien. C'est pas moi qui vais vous décrocher une médaille olympique comme ça. Par contre, je peux vous expliquer comment on fait. Mais ça va être coûteux, ça va prendre du temps, et il faut que tout le monde s'y mette surtout. Il faut que tout le monde, à tous les étages de la tour, mette sa pierre à l'édifice pour qu'on arrive à ce projet. Donc ça va être long. Et donc, bon, ils m'ont écouté, on a eu pas mal de discussions, etc. Et après les Jeux de Rio, rapidement, ils m'ont positionné en tant que ce qu'ils appellent ici le head coach. Ouais. Alors, voilà, ils ont essayé de trouver des terminologies, mais c'était pas facile
bien se comprendre, de bien se mettre d'accord. Mais en gros, voilà, il me donnait vraiment la responsabilité pour driver toutes les catégories et mettre en place un vrai projet sportif. Alors, sur le haut niveau. Sur le haut niveau, mais sur les jeunes, oui, voilà, sur le haut niveau, mais aussi sur les jeunes. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit tout de suite, il faut que les juniors soient éduqués de la bonne façon, qu'on leur apprenne les bonnes bases, parce que si les bonnes bases sont pas données, après, c'est très compliqué de revenir dessus. Et donc, il y a vraiment un travail à faire à tous les niveaux. Il faut installer de la progressivité, il ne faut pas brûler les étapes, parce qu'en fait, je m'étais rapidement rendu compte qu'ils avaient tellement faim de résultats qu'ils brûlaient toutes les étapes. Et dès qu'ils avaient un ou une athlète qui performait à l'âge de 16-17 ans, ils misaient tout là-dessus. Et au bout de 2-3 ans, le jeune, il explosait, quoi. Mais il fonctionne comment avec un centre d'entraînement? Là, les jeunes, tu dis les jeunes qui percent un peu, ils les regroupent, ce sont les clubs qui les forment? Alors oui, ils sont surtout des systèmes de bourse, des systèmes de valorisation. Ils appellent ça, alors il y a pas mal de choses, ils appellent Elite Academy, Jeunes Talents, enfin bref, tous ces programmes de détection. Et donc ces jeunes sont recrutés dans ces programmes et ça devient des stars avant l'heure, quoi. Ouais. Donc on leur fait miroiter, on leur met des étoiles devant les yeux à l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans, sans contrôle, sans connaissance. Vraiment, c'est l'impression que ça me donne, quoi, sans connaissance du chemin qu'il y a à parcourir et du fossé qu'il existe entre un jeune de 16 ans et un athlète qui décroche une médaille olympique. Et ben, pour ces jeunes, c'est dur. Hein. C'est très dur, pour dire. Et c'est toujours le cas actuellement, ce que tu nous décris là, ou toi, tu es intervenu pour modifier, ou ils ont pris conscience qu'il fallait fonctionner autrement? Alors, pendant les 3 premières années, je suis parti tout feu, tout flamme. Oui, ouais. Normal. Hein, normal. Moi, j'avais une vision très simple pour décrocher une médaille olympique. Donc, je leur ai sorti des programmes d'entraînement, j'ai sorti plein de documents, j'ai fait des interventions auprès des entraîneurs pour leur expliquer quels étaient les grands principes de l'aviron, comment il fallait s'y prendre. Voilà, on a cherché à communiquer. Et en fait, je me suis retrouvé un peu en décalage entre mes attentes personnelles et ce qu'ils étaient capables de produire en face. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas mesuré l'écart qu'il y avait entre nous, la différence de culture, la différence de vision, tellement de choses qui étaient différentes que, en fait, voilà, ça a pas, la mayonnaise n'a pas pris comme j'aurais aimé, comme je l'aurais souhaité. Et rapidement, je me suis retrouvé face à une multitude, une succession de difficultés à tous les niveaux, que ce soit au niveau de certains athlètes, que ce soit au niveau de certains clubs. Bref, ça a toujours été dans la difficulté pendant ces 3 années, à tel point que il y a un moment, j'ai dit bon, pourquoi ça marche pas? On se pose des questions, on se remet en question, on en veut aux autres forcément, bien sûr, et puis on se dit moi aussi j'ai commis un paquet d'erreurs, donc j'ai dit ok, on va reprendre les choses un petit peu différemment. Et depuis ces 2 dernières années, j'ai éteint un peu la flamme. Enfin, je l'ai éteint. J'ai réduit, on va dire, la taille. Je ne l'ai pas éteinte, elle est toujours là, mais j'ai réduit la flamme en me disant, voilà, ils n'ont pas confiance en toi encore. Ils ont le droit, quelque part, ils ont le droit de pas avoir confiance en toi. Ok, toi, tu as été champion, mais voilà, tu viens, sors des champions, et puis là, et tu gagneras un peu leur confiance. Donc, je dis, bon, ils ont vraiment. Il faut qu'ils me fassent confiance. Si on peut arriver à tous partir ensemble, il faut vraiment qu'ils me fassent confiance. Donc, il faut que je fasse mes preuves. Mes preuves ne sont pas faites et il faut que j'arrive à faire mes preuves. Donc, ça a fait 2 ans. J'interviens beaucoup moins, je laisse faire beaucoup plus, je prends du recul et je me focalise sur le groupe élite, le groupe senior, avec pour objectif d'élever le niveau de performance et de faire en sorte que les bateaux qu'on suit, qu'on accompagne, atteignent des niveaux de performance qu'ils ont rarement atteints avant, pour que là, ils se disent, bon, on reconnaît. Ouais, ça marche. On reconnaît que là, sa méthode fonctionne. Parce que quand je leur dis qu'il faut ramer toute l'année, tous les jours, entre 17 et 20 cadences pour décrocher une médaille olympique, la majorité ne me croit pas. D'accord.
Et les Japonais me disent c'est trop simple ce que tu nous dis. Ça ne peut pas marcher, c'est trop simple. Tu t'entraînes, toi, directement? Tu as un staff qui bosse avec toi? Alors aujourd'hui, j'ai une super équipe, hein, mais une petite équipe. J'ai un entraîneur qui a pas loin de 10 ans de plus que moi, je pense, qui était déjà entraîneur avec Belette en 2015. Et je crois qu'il était entraîneur en 97. Gilles, il me semble bien qu'il était déjà entraîneur en 97. Il faisait ses débuts, je crois. Un Japonais? Oui, bien sûr. Ouais. Et qui est le meilleur entraîneur reconnu par tous ses pairs ici au Japon. C'est le head coach japonais, quoi. Très clairement. On s'entend merveilleusement bien tous les deux. On se comprend très bien. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais il y a une confiance mutuelle qui est énorme. Et vraiment une envie de travailler ensemble qui arrange beaucoup les choses. Ouais. Il m'aide énormément parce que grâce à lui, j'arrive à comprendre beaucoup plus, peut-être pas encore, mais un petit peu plus comment ça se passe en sous-marin, dans la culture japonaise, dans leur mode relationnel. Et donc, chaque année que je passe ici, je découvre un petit peu de plus en plus le pourquoi du comment sur plein de choses. Ça m'aide énormément. Donc, lui, il s'occupe principalement plus des garçons. D'accord. Mais il est là, voilà, sur l'organisation au quotidien, sur tout ce qui est relationnel, les réunions avec les membres de la fédération, avec certains entraîneurs de club, etc. Enfin, vraiment, c'est un vrai lien. Et j'ai une entraîneur qui m'accompagne aussi, pardon, qui était athlète au Jeux de Sydney, qui est de ma génération, et qui est prof en collège, et qui a obtenu une mise à disposition pour venir me soutenir sur l'encadrement. Donc, elle connaît bien les jeunes, elle connaît le métier d'enseignement. Elle n'avait pas en arrivant un gros vécu en tant qu'entraîneur, mais par contre, voilà, elle a cette capacité à échanger avec les athlètes. Ça se passe très très bien. Elle a vite appris. Avec ses compétences d'enseignante, c'est structuré, c'est cadré, ça cadre les athlètes, même s'ils sont plus grands que les collégiens. Et voilà, donc à 3 là, vraiment, on a vraiment un bon encadrement. On n'est pas une grande équipe, hein, on n'est pas une grosse équipe. Hein. Et ça se passe bien. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Tu communiques en japonais? Non. Non. Alors, non. Je baragouine un anglo-japonais qui les font rire. C'est bien parce que les rameurs commencent à se moquer un peu de moi, donc je suis content. C'est que la confiance a bien s'installer. Et je leur parle avec mes yeux. Ça, j'adore. Ouais. Ils sont très observateurs. Et donc, ils me regardent régulièrement. Ils savent si je suis content, si je suis en colère, rien qu'en me regardant. C'est du japonais non verbal. Il y a énormément de communication non verbale chez les Japonais. Chez les Asiatiques en général. Énormément, ouais. C'est très fin, très subtil. On a un peu des rouleaux compresseurs, nous, à côté. On est très maladroit. Mais on arrive à communiquer. On arrive très bien à communiquer. Quand ça se passe pas bien avec un athlète, je suis très bien au courant. J'ai envie de dire que la barrière de la langue, elle est à la fois problématique et à la fois avec les Japonais, elle ne l'est pas parce qu'ils n'aiment pas la communication directe. Ça fait partie de la culture japonaise. En fait, avec un Japonais, il n'y a jamais de contact direct, de contact tactile. Ouais. Et il y a très rarement de confrontation. D'accord. Les Japonais vont toujours éviter la confrontation. Vont toujours faire en sorte que la personne qui est en face de toi soit satisfaite de l'échange qu'elle aura eu avec toi, quel que soit le contexte. Donc, quand il y a des problèmes, etc., c'est traité en amont, en sous-marin, tout est anticipé, tout est... Mais le mode de communication n'a vraiment rien à voir avec nous. Donc, lorsque, par exemple, on fait une réunion, moi, encore aujourd'hui, je suis comme ça, hein, j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Je me dis, bon, on va pouvoir discuter de certains points. Non. En fait, les points ont déjà été discutés en amont. Et lorsqu'on fait une réunion, c'est juste pour valider les points qui ont été discutés en amont. D'accord.
Mais ce n'est pas le moment de discuter de ces sujets-là. Parce que si on commence à discuter de ces sujets-là, oulala, c'est la panique, tout le monde est en panique parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'était pas prévu. Il fallait le prévoir à l'avance. Ouais. D'accord. Donc, j'essaye de rester calme et de discuter sans m'énerver. Parce qu'on n'est forcément pas d'accord sur un certain nombre de sujets et il faut arriver à trouver des bons compromis. Et il y a une méthode Dorfman au Japon. Toi, tu as connu la méthode Mount en France. Tu t'es beaucoup appuyé dessus, tu as fait évoluer des choses, sans rentrer trop dans les détails. Mais alors, j'ai l'impression que ça commence maintenant à bouger un peu. Ouais. J'ai l'impression que j'ai planté des graines et je commence un petit peu à voir, ça sort de terre, un petit peu. Mais c'est très lent, c'est très très lent. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'opposition, beaucoup de gens qui étaient réfractaires et qui m'ont un peu critiqué en disant que ça ne pouvait pas marcher, que c'était trop simple. Voilà, que visiblement, eux, ils avaient l'air de beaucoup, beaucoup mieux savoir. Et après, ils ont le droit. Encore une fois, moi, dans mes réflexions, ils ont le droit. Je n'ai pas la science infuse. Je sais très bien que cette méthode d'entraînement n'est pas la seule. Il y a d'autres nations qui s'entraînent différemment et qui obtiennent d'excellents résultats aussi. Donc, ils ont le droit de ne pas être d'accord et d'être réfractaires. Maintenant, au fond de moi, je sais que ça marche. On le sait, Gilles, n'est-ce pas? Et par contre, c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. Il y a un travail de longue haleine à faire, l'engagement personnel très fort au quotidien. Et c'est là-dessus vraiment que c'est dur à faire rentrer. Alors, j'ai jamais entendu parler de méthode Dorfman au Japon. Ils parlent souvent de la méthode française. Méthode française, quand même. Ouais, ils parlent souvent de la méthode française. Et j'aimerais qu'un jour, ils se l'approprient. Ouais, et qu'ils parlent de la méthode japonaise. Voilà. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ils ont une vision de l'aviron français là-bas. Enfin, quelle image a l'aviron français auprès des rameurs japonais? Une bonne vision. Une bonne vision, surtout chez les poids légers, parce que bon, ils regardent énormément les poids légers, et donc les résultats de l'aviron français sur la catégorie poids léger, ils ont été très très sensibles. Donc il y a beaucoup de Danois dans leur pratique, il y a beaucoup d'Italiens dans leur pratique. D'accord. Lorsque je suis arrivé, voilà, ça s'entraîne à la danoise, ça s'entraîne à l'italienne, ça s'entraîne un peu à l'américaine de temps en temps, ça s'entraîne à l'anglaise parce que un grand nombre de bateaux japonais ont été faire Henley, d'autres régates prestigieuses. D'accord. Donc, les Japonais, dans tout ce qu'ils font, sont très curieux de ce qui se passe ailleurs. Ils ont cette capacité de partir, d'aller se former à l'extérieur et de revenir avec un savoir et de le développer chez eux. Un bon exemple, c'est le whisky japonais, qui est reconnu comme étant aujourd'hui un des meilleurs whiskies au monde, alors qu'ils n'y connaissaient rien au whisky il y a 50 ans en arrière. Ils sont à la pointe de la gastronomie aussi. Oui, ils adorent. Ils sont très très forts. Et j'adore aussi d'ailleurs, par la même occasion. Et donc là, je sais que tu es en stage avec l'équipe nationale pour préparer la régate de qualification olympique océanique et asiatique, c'est ça? Oui, tout à fait. Le Japon n'a pas encore de bateau de qualifié? Non, on n'a encore aucun bateau de qualifié. Et on présente 4 bateaux sur la régate de qualification, les 2 doubles poids légers et les 2 skiffs hommes et femmes en open, en toute catégorie. Sachant qu'avec les règles assez complexes mises en place par la FISA, on se doit de gagner chaque course si on veut qualifier les bateaux, ce qui est très bien. Par contre, si on gagne les 4 courses, on devra choisir, nous, fédération, 2 bateaux. Seulement 2, Seulement 2 bateaux. Et les 2 autres bateaux n'ont pas le droit de participer au jeu. Ce sera un peu dur. Moi, j'appréhende énormément parce que ça va être dur pour les athlètes.
de s'être autant investi, de gagner une sélection et de voir des athlètes moins forts participer aux Jeux chez eux. Une chose, c'est, ouais, je te cache pas que je suis pas super fan, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, on a dans le meilleur des cas, si jamais on gagne les 4 épreuves et qu'on ne peut qualifier que 2 bateaux, on enverra nos 2 autres bateaux à la régate de qualification finale à Lucerne, sachant que notre dernière épreuve en Asie est le 7 mai et que la qualification finale commence le 15 mai à Lucerne. Et qu'on a un vol avec les soucis de Covid, etc., on a un vol qui passe par le Qatar, je crois. On en a pour 22 heures de vol, plus au moins 3 heures, 4 heures, voire 5 heures dans les aéroports, dans les bus entre les 2 hôtels. Une journée, quoi. J'espère que les athlètes arriveront à récupérer de l'épopée. Mais on se prépare à un mois de mai compliqué, avec un retour au Japon aussi difficile, parce qu'on va avoir un confinement. Ma fédération est en train de se battre pour obtenir l'accord d'un stage hors contact à 100% dans un lieu où on se fait à manger nous-mêmes, où on est en isolement total. Et pour l'instant, on n'a pas les accords du ministère de la Santé japonais. D'accord. Ça, ce serait pour le retour au Japon? Oui, pour le retour au Japon. Ouais. Il y a des règles très strictes par rapport au Covid ici et c'est très compliqué, très très compliqué. Et tu penses que tes équipages ont de bonnes chances de se qualifier? Ils sont bien, les 4 bateaux sont bien. Le meilleur bateau, c'est le meilleur bateau qui progresse le moins, c'est frustrant, parce que voilà, c'est le double poids léger filles, 2 athlètes qui ont vraiment un gros potentiel individuel, mais c'est 2 skiffeuses. Donc, faire lancer un double quand on a 2 skiffeuses, il n'y a rien de plus compliqué. Et pour elles, en premier, c'est très dur. C'est très dur pour l'encadrement, c'est dur pour nous. Mais bon, voilà, je sais qu'elles sont capables d'aller vite un jour. Mais peut-être qu'elles y arriveront pas ensemble. Je sais qu'individuellement, elles sont capables d'aller très vite. Il y en a une des 2 d'ailleurs qui était médaillée à Linz en 2019. Ouais. Mais voilà, ce bateau a du mal à progresser, il plafonne un petit peu. Par contre, derrière, le double poids léger garçon se rapproche. On a des rameurs individuellement qui ne sont pas très très forts, mais par contre, là, c'est un vrai double. C'est des rameurs qui s'entendent très très bien. C'est le même équipage qu'en 2019? Non, il y a un rameur qui a changé. Ouais, il y a un rameur qui a changé. Et puis derrière, les 2 skiffeurs, voilà, moi je suis super content parce que skiffer garçon qui se rapproche en idéal time des doubles poids légers. Pour un skiff TC, c'est quand même pas mal. Pour un garçon qui était un ancien poids léger. D'accord. Qui fait 86 kg aujourd'hui. Il y a 4 ans, je me souviens, il se baquait en skiff quand il voulait prendre sa gourde au fond de son bateau. Donc il a fait du chemin, le garçon. C'est un mec génial, fantastique. C'est un bosseur. Il râle jamais, il rouspète jamais. Il est toujours prêt à y aller. Il a toujours envie, même s'il fait des heures, c'est pas grave. Il recommence, il y retourne, il réessaye. C'est vraiment plaisant et il progresse, il ne cesse de progresser. Il est passé cette année sous les 6 minutes à l'ergot. Il a sorti un 5,57. Pour ce gabarit, ça commence à être vraiment intéressant. C'est la première fois qu'il y a un rameur japonais qui passe sous les 6 minutes. Voilà, ça met l'ambiance un peu sur le niveau ici. Et c'est un peu la révolution parce que c'est pour ça que je dis que les graines, voilà, ça commence à sortir. C'est-à-dire que certains commencent à dire, mais finalement, il n'a peut-être pas tort et ça peut marcher. Sa méthode peut fonctionner. Donc on va voir ce qu'il va faire, notre skiffer. Et puis une skiffeuse derrière qui a un gros potentiel. Je ne te le cache pas. Par contre, jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à faire des grandes courses, des beaux parcours. Elle manque encore un petit peu de confiance en elle. Bon, ces 2 dernières années, elle a vraiment progressé. Le profil de ses parcours a changé. Elle est en train de changer, elle est en train de mûrir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur cette sélection Asie. Est-ce qu'elle va arriver à gérer toutes ces émotions, tout ce stress? Ça va être à la maison. Bref, ça va être compliqué pour elle. Et je me dis que si elle arrive à gérer cette compète, ça va être intéressant pour la suite. En plus, elle est jeune, donc je sais que ces athlètes vont sûrement continuer pour les Jeux de Paris en 2024. Donc voilà, je suis arrivé au Japon dans le moment le plus difficile pour eux.
D'accord. Parce que voilà, la FISA a pris la décision de supprimer la catégorie poids léger. Le 400. Et donc ici, on est parti à zéro. Hein, quand je suis parti en leur disant, mais les catégories, il faut vite qu'on commence, il faut qu'on mette en place des projets, il faut qu'on les valorise, il faut qu'on les prenne en stage, il faut qu'on bosse, parce que dans 4 ans, il n'y aura plus de poids léger aux Jeux Olympiques, et on fera comment, quoi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai que 2 skiffers, mais je me dis que c'est mieux que rien, et ça va donner envie aux autres. Je le sais, hein, c'est quand même 110 millions d'habitants au Japon. C'est très compliqué. Et je sais que derrière, il y a. Je sais que si les Japonais sont motivés, il y a vraiment possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Ils ont les capacités. Donc là, la régate de qualification olympique, tu disais c'est à la maison, donc c'est sur le site, le futur site des Jeux Olympiques. Oui, tout est prêt. C'est configuration olympique. Dans l'actualité, là, on entend encore dire qu'il y a reprise de l'alerte sanitaire à Tokyo. Quel est ton sentiment par rapport à l'organisation des Jeux? Alors, mon sentiment, c'est que la décision est prise de la part du gouvernement japonais. Elle est très ferme, elle est prise. Les Jeux auront lieu, quoi qu'il arrive. Maintenant, effectivement, la situation est de plus en plus difficile pour nous, ici, parce que les courbes augmentent. Et donc tout le monde se tend, tout le monde stresse, tout le monde fait des remarques. Donc il y a énormément de tensions. Concernant cette sélection Asie, je pense qu'on ne sera pas complètement dans une formule olympique pour la simple et bonne raison, c'est que je crois qu'on va être une des rares compétitions qui accueille des sportifs de l'extérieur qui va avoir lieu. C'est-à-dire qu'avant l'aviron, plein d'autres compétitions ont été annulées. Et donc, il y a une tension, je pense, autour de l'organisation de cette compétition qui va être énorme. C'est un test, en fait. Et donc, je pense que ça peut être un test. Vraiment complètement dans le cadre des Jeux. D'accord. On va vraiment être dans une bulle, je pense, une bulle très sécurisée, avec pour seul objectif qui est aucun souci et que tout se passe pour le mieux, parce que si jamais on a des problèmes sur cette compétition, ça peut être lourd de conséquences derrière. Donc, à mon avis, ça va être compliqué, mais c'est vraiment bien qu'elle ait lieu. Ouais. Je pense que c'est vraiment important qu'elle ait lieu pour montrer que le Japon est prêt. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, le Japon est prêt. Ça fait un an que le Japon est prêt. Ouais. Le report des Jeux d'1 an, voilà, tout le monde est prêt et il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Tout est en place, toutes les infrastructures sont là. Je ne me fais pas de soucis sur leur capacité à organiser des très beaux Jeux Olympiques. Mais quand je dis beau, c'est dans l'organisation, parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, tout est géré dans le détail, avec beaucoup de fluidité, beaucoup d'intelligence. Maintenant, beaucoup d'interrogations sur la réussite de ces Jeux. Dans quel contexte? Il me semble évident que les spectateurs étrangers ne puissent pas venir sur le territoire. J'ai lu des articles qui allaient dans le sens inverse et j'ai été plus que choqué de la part des journalistes qui se permettaient d'écrire des choses pareilles. Dans l'état de crise sanitaire dans lequel on est, comment est-ce qu'on pourrait accepter que des gens du monde entier viennent assister aux Jeux juste en tant que spectateurs? C'est juste du non-sens, incompréhensible pour moi. Il faut que les athlètes puissent venir, c'est une grosse priorité, qu'ils soient dans de bonnes conditions, avec le plus de sécurité possible, et les Japonais feront tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une hygiène irréprochable et un suivi. Ça va être très sérieux, parce qu'ils sont très très sérieux. Après, pour moi, la grande question, ça va être... Je ne m'inquiète pas tant que ça pour les athlètes, parce que pour les staffs qui suivent les athlètes, parce qu'il y a de tels enjeux. Je sais que les athlètes vont être à fond à respecter, parce qu'ils auront envie de participer à leurs épreuves. Par contre, ma grande inquiétude, c'est les élus, les sponsors, tous les gens qui viennent participer chaque Olympiade à la fête des Jeux Olympiques, les à juste titre, qu'on s'entende bien, plus les journalistes qui viennent couvrir l'événement.
Je ne sais pas comment tous ces gens-là vont se comporter durant les Jeux Olympiques. Je me dis que certaines personnes, ce sera la seule fois qu'ils viendront à Tokyo. Tokyo, c'est une des villes les plus extraordinaires au monde. Est-ce qu'ils n'auront pas envie d'un peu de sortir, d'aller voir, de se promener Bien sûr, bien sûr. Ce qui serait dramatique pour les Japonais. Ce qui serait dramatique. Donc, voilà, c'est ma grande inquiétude. Justement, cette organisation, le maintien de l'organisation des Jeux, il est perçu de quelle manière par les Japonais? Je sais que dans un article aussi, tu disais que le report des Jeux au niveau économique pouvait avoir de grosses répercussions sur l'économie japonaise. Les gens, ils sont conscients de tout ça? Oui, sachant qu'il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. Tous les investissements ont été faits. Et donc, maintenant, c'est trop tard pour reculer. Je ne sais pas si on est capable d'imaginer les coûts. Déjà, le prix que coûte d'organiser des Jeux Olympiques aujourd'hui, c'est juste des chiffres. C'est 13 milliards d'euros dans les chiffres que j'ai relevés. D'accord. Et alors ça, c'est les chiffres officiels. Hein, parce ce que ça coûte au Japon. Oui, voilà. Mais ça, c'est les chiffres qui sont annoncés. Parce que voilà, tout ce qui peut se passer, on n'est pas forcément au courant de tout. Parce que les Japonais vont mettre énormément d'argent. Tout le monde va être tourné sur le Japon et les Japonais vont vraiment avoir envie de donner une image positive de leur pays. Donc, ils feront tout pour. Mais le report des Jeux d'1 an, je ne sais pas si tu imagines, si vous imaginez, surcoût de maintien des installations, de déplacement du village olympique. Enfin, les gens devaient récupérer leurs appartements. Hein, Enfin, bon, bref, sur plein d'aspects, la note, elle va être très, très salée. Donc, ça parle beaucoup en interne, forcément. Ça parle énormément. On a en mémoire presque le fiasco des JO d'Athènes qui ont participé à la crise économique. Alors, je pense que le Japon n'est pas dans le même état économique que la Grèce, mais c'est vrai que ça peut engendrer des répercussions sur d'autres domaines que le simple domaine olympique. Je m'inquiète sur le plan financier, je ne m'inquiète pas tant que ça. Effectivement, Athènes, c'était un fiasco. Rio, la même chose. Aussi, j'ai participé à Rio, j'étais plus que choqué. Ça faisait un moment que je n'étais plus en contact avec le milieu olympique. Ça m'a vraiment choqué ce qui s'est passé à Rio. Et pas dans le bon sens du terme. Et par contre, je me suis toujours dit que les Japonais, vraiment, voilà, Tokyo est capable d'organiser des beaux jeux. Il en a les capacités, les moyens, culturellement parlant. En plus, c'est pas que financièrement. C'est quand même des gens, sur le plan culturel, qui sont assez extraordinaires et qui sont des gens qui sont à découvrir dans leur mode de vie. Donc, pour tout athlète, de venir, ne serait-ce que passer 3 semaines au Japon, voilà, je sais que ce sera fantastique pour tous les athlètes. Et je reste très, très positif là-dessus. Et je me dis même que dans ce temps de crise qu'on est en train de traverser, dont on ne mesure pas la profondeur des conséquences, c'est pas jusqu'où ça va nous emmener, mais en tout cas, c'est profond. Si le Japon arrive, malgré tout ça, à organiser les Jeux Olympiques, quelle magnifique victoire, j'ai envie de dire. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde aujourd'hui qui sont en mesure de les organiser, ces Jeux Olympiques. Donc, voilà, je me dis, il faut être positif aussi. Je crois qu'il faut aussi les applaudir, les encourager, les soutenir. Parce qu'ils sont en grosse difficulté, en très très grosse difficulté aujourd'hui, et il faut du soutien. Voilà. Et avec du soutien, ils se redresseront. Hein, La culture japonaise, c'est très dur, hein, entre les tremblements de terre, entre les typhons. Chaque année, chaque été, j'espère qu'il n'y en aura pas pour les Jeux, mais quand il y a un gros typhon qui arrive, ça fait pas sourire. Hein, c'est dévastateur. Les Japonais savent endurer la difficulté. D'accord. Ils l'ont dans le sang. Et, au niveau sportif, enfin sur la totalité des disciplines, ils sont prêts aussi, le Japon, parce que c'est une nation avec laquelle la France est en concurrence. Hein, aux derniers Jeux Olympiques, ils nous avaient devancé d'une médaille d'or, je crois entre la 7e et la 8e place. On avait gagné une médaille de plus, mais le Japon avait une médaille de plus, donc on est un peu en concurrence, tout en sachant qu'en général, le pays organisateur fait un bond phénoménal. Oui, je pense que vraiment, voilà, il faut s'attendre
Ils avaient terminé dans les 3 meilleures nations en 64 lors des derniers Jeux de Tokyo. Et, mais tu sens qu'il y a une politique globale, des moyens qui ont été mis sur les sports pour gagner vraiment beaucoup de médailles? Je pense que oui, effectivement, une politique très élitiste de la part du comité olympique japonais. On a obtenu des grosses subventions les premières années, nous, 2017, oui, c'est ça, 2017, 2018. Et puis en 2019, voyant que les résultats n'arrivaient pas, ils nous ont un peu coupé les vannes et, pour alimenter les équipes qui étaient vraiment en mesure de ramener des médailles aux Jeux. Donc voilà, c'est vraiment très élitiste. On évite soit ici au Japon une star, ou on évite pas grand-chose. Et avec les budgets qui vont avec, j'ai beaucoup de bénévolat ici autour de moi. D'accord. La fédération s'engage beaucoup moins que la fédération française. Il y a un gouffre colossal. Quand je leur ai expliqué comment fonctionnait l'aviron français, avec le soutien, la mise à disposition de nombreux cas techniques pour développer et former au niveau de l'aviron, ils m'ont demandé de répéter plusieurs fois, ils n'arrivaient pas à comprendre, c'était surréaliste pour eux. Donc on a des petits moyens, mais après il y a de la passion, il y a une grosse envie derrière, il y a des gens motivés, donc il y aura des bons résultats, et je pense que certaines disciplines vont exploser. Et déjà à Rio, quand on compare le tableau des médailles, je crois que la France avait beaucoup plus de disciplines représentées que le Japon. Oui. Le Japon va décrocher beaucoup de médailles dans une discipline comme la lutte, par exemple, comme le judo ou comme la natation. Voilà, sur des épreuves très ciblées, le Japon va être redoutable. Après, il y a autre chose aussi, c'est que je discutais avec Franck Boisdin, qui est entraîneur d'escrime. Voilà. Et donc, on habite à 300 mètres, donc on passe du temps ensemble. Et il m'expliquait que je crois que le nombre d'athlètes japonais qui va participer aux Jeux de Tokyo aura doublé par rapport aux Jeux de Rio, avec toutes les règles de host country et de. Oui. Enfin, bref, il y a tout un lobbying derrière qui fait que la délégation japonaise va être très, très importante à domicile. Et tu sais quel va être ton avenir après ces Jeux déjà, toi? Tu t'es engagé jusqu'à Paris, ils veulent te garder, tu as envie d'autre chose? Alors, ils m'ont déjà fait comprendre qu'ils avaient envie de travailler avec moi à long terme. D'accord. Donc, j'ai le soutien de la fédération. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui commencent à croire à ce que je propose et à ce que produisent les athlètes. C'est ça qui est important. Et donc, on a des discussions sur du long terme, donc à savoir pour les Jeux de Paris. C'est déjà bien engagé, mais avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de zones d'ombre, parce qu'ils sont complètement à fond sur les Jeux de Tokyo. Et pour l'instant, j'arrive pas à avoir grand-chose de concret sur la suite. À l'après-Tokyo est très difficile. Mon entraîneur qui a 10 ans plus que moi va prendre du recul après les Jeux de Tokyo. Donc voilà, ma coach qui est prof en collège risque de retourner en collège. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer après les Jeux, mais j'ai assez confiance aussi. Ils ont cette capacité de remettre une équipe en place, de se remotiver pour autre chose. Je le cesse de répéter qu'on est déjà dans l'Olympiade de Paris. Il nous reste 3 ans, et dans 2 ans, il va falloir qualifier les bateaux pour les Jeux de Paris. Ça va aller très, très, très vite. Et au niveau familial, je crois que ta fille fait ses études en France? Alors, ma fille fait ses études dans une école française, mais par contre, c'est commerce international. Donc, elle fait une première année à Londres en ce moment. L'année prochaine, elle est sur l'Italie. Je crois bien que c'est Turin. Ensuite, elle a une 3e année en Allemagne, je crois. Donc, voilà, elle a pris le goût des voyages, notre fille. Ouais. Et le deuxième n'a pas encore son bac. Par contre, c'était un petit peu plus dur pour lui sur le plan scolaire ici au Japon. Ça se passait pas super bien. Il n'était pas super bien intégré avec l'établissement scolaire. Donc, il est retourné en France. Donc, il fait sa première chez mes parents en France, à Grenoble. D'accord. Et pour enseigner sur sa terminale derrière. Donc, rien de décidé pour la suite encore pour lui. Du coup, par contre, nos 2 enfants sont partis. Donc, ça fait un peu un vide à la maison. Et oui, ouais. Et voilà, il faut s'y faire. Bon, après, pour ma femme, pour Bénédicte,
bon, elle n'a pas trop le temps de s'ennuyer en ce moment, puisqu'elle est membre du comité d'organisation des Jeux. Hein. Elle œuvre sur le bassin olympique, le bassin d'aviron. Donc voilà, on s'occupe bien. Ok. Et pour terminer, on arrive au terme de cette interview. Ta vision, toi, de l'équipe de France actuellement, et peut-être des pronostics sur. Alors, je ne sais pas si tu suis de près ou pas le parcours des rameurs français, mais ta vision sur ce que pourrait faire l'équipe de France aux prochains Jeux Olympiques. Bah, bien sûr que je suis, bien sûr que je regarde. J'ai vraiment apprécié le titre de champion d'Europe. Je les ai même pas félicités d'ailleurs. Mea culpa du double toute catégorie, hein, qui a fait un très beau championnat d'Europe. Hein, j'ai envie de dire, pas qu'une belle finale. Hein, ils ont vraiment dominé le week-end. Je suis super content pour eux parce que on était dans le même hôtel en 2019 à Linz et ils étaient en souffrance. Avec Hugo qui était. Non, c'est pas Hugo, c'est Mathieu qui était malade. Voilà, c'était vraiment la survie pour qualifier la coque pour les Jeux. C'était vraiment super dur. Ils étaient champions du monde en titre. C'est des moments très compliqués et moi je leur souhaitais vraiment et avec confiance d'ailleurs parce que ce qu'ils font, c'est vraiment chouette. Qu'ils étaient tout à fait capables de revenir au plus haut niveau et ce qu'ils viennent de faire, c'est très très encourageant pour les Jeux. Hein. Les Jeux, c'est très bientôt et je les sens bien, je les sens très très bien. Et voilà, donc super beau bateau. Ça me fait plaisir. C'est des garçons qui sont là depuis longtemps et ils sont top. Et ils sont top. Donc c'est rassurant si ça a besoin d'être rassurant de se dire que ramer à 17-20 cadences, ça marche. Hein, ça marche toujours. Ça marche encore en 2021. Moi, j'ai pas besoin d'être rassuré parce que j'en suis convaincu, mais voilà. Après, il y a le double pour léger féminin qui est un bateau, je trouve magnifique. Deux filles qui se sont trouvées, voilà, comme tous les grands doubles de l'histoire de l'aviron, des athlètes qui se trouvent tout de suite, sont tout de suite sur les podiums internationaux et je leur souhaite de réussir sur ces Jeux parce que voilà, elles vont très très vite et donc, c'est un bateau que j'apprécie énormément. Après, je sais que ça bosse aussi, hein, derrière, beaucoup. Avec une grenobloise en plus. En plus. Il ne faut pas renier ses origines. Que j'ai suivi quand elle était jeune à l'aviron grenoblois, quand j'étais entraîneur au sein de la Ligue Rhône-Alpes. Donc, oui, des athlètes que Laura, je la connais très bien. Je suis très content pour Alain, hein, qui coach derrière, qui est toujours à fond pour tous ces athlètes. Et voilà. Après, j'ai l'impression qu'il y a des secteurs en difficulté. J'ai l'impression que l'aviron français est malgré tout en difficulté. Je pense que l'aviron français, je reste persuadé qu'il pourrait être bien plus performant que ça, avec tous les moyens qui sont mis en place, avec le potentiel, les capacités. Et je suis à 12 000 km, donc je suis très très loin, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits en interne. Il y a beaucoup de. J'ai l'impression que chacun veut aller un peu dans son sens et que tout le monde n'est pas bien d'accord sur la façon d'atteindre le haut niveau. Chacun met un peu sa petite touche personnelle dans son coin. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits conflits à droite à gauche et qui peuvent rapidement un peu polluer l'atmosphère et impacter sur l'état d'esprit général des troupes. Je l'ai vécu au Japon ici. J'ai eu 3 années terribles où on est au sein d'une équipe qui n'en est pas une, où on entend des critiques négatives du matin au soir. Il y a ci qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. On ne peut pas obtenir des bons résultats si les athlètes ne sont pas à 150% confiants, emballés, heureux, à s'éclater par rapport aux projets qu'ils sont en train de réaliser. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il manque aussi un peu à cette équipe de France une ambiance positive, un peu détendue, un peu viking, voilà, qu'on a connu, hein, Gilou. Quand on est sur les bassins internationaux, on faisait tous la même chose et puis on savait qu'on allait sur un championnat du monde, on savait pourquoi et on se posait pas trop de questions par rapport à nos objectifs.
Et voilà, je pense que c'est vraiment une des grosses difficultés, mais je pense pour toutes les équipes, hein, pour toutes les équipes à tous les niveaux, c'est de mettre tout le monde dans le même sens du courant, j'ai envie de dire, et que chacun, à sa place, fasse le boulot qu'il a à faire en faisant confiance aux autres, même si les autres n'ont pas exactement la même façon de penser, mais qu'il y ait ce climat de confiance et de respect mutuel, voilà, pour arriver à ce que tout le monde s'épanouisse et je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit voilà. Alors je suis à 12 km, hein, donc je peux vraiment me tromper, mais puisque je suis pas au contact direct des athlètes, hein, j'ai pas voilà. Toujours difficile de juger de toute façon de l'extérieur du groupe. On l'a vécu bien aussi sûr, en étant à l'intérieur. Bien sûr, mais voilà, je sais que l'aviron français peut être encore plus fort qu'il ne l'est. Donc je leur dis merde et foncez quoi. Allez. Merci Xavier. Peut-être à bientôt en vrai sur le bord d'un bassin. Alors je sais pas si on se croisera nous, mais tu croiseras certainement les rameurs français et leurs entraîneurs à la régate de qualif la régate de qualif mondiale, pardon. Oui, à Lucerne. Ouais. Ah, ouais. Et puis je pense que tu leur réserveras un petit accueil pour ceux qui auront la chance de venir chez toi. Ah bah bien sûr, ça, on est en train de tout préparer malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. On sera prêt pour accueillir l'équipe de France et de faire en sorte qu'elle puisse rentrer avec des médailles. Merci Xavier. Encore et encore. Merci à vous et à bientôt. Merci, ouais. Grosse bise à toute la famille et à bientôt. Salut.